Les 24 heures du Mans 1966 ont été l'une des courses les plus importantes dans l'histoire des sports mécaniques. Immortalisé sur grand écran par le film Le Mans 66, cette édition raconte l'histoire de deux géants de l'industrie automobile, deux concurrents qui viennent de deux mondes très différents. Si le film se focalise sur la relation entre Miles et Shelby, l'histoire se souvient surtout du bras de fer entre Ferrari et Ford. Il faut garder à l'esprit que la première édition des 24 heures du Mans date de 1923. Et depuis le début jusqu'au milieu des années 60, les constructeurs qui pèsent au Mans sont tous européens. Le meilleur durant cette période, c'est Ferrari avec 9 victoires au Mans. Il n'y a jamais eu de constructeur américain à remporter la course durant cette période. Il est vrai qu'au départ, Ford était venu au Mans pour battre Ferrari, pour détruire Ferrari. Et cela suite à cette guerre économique débutée quand l'Américain a voulu racheter la marque italienne. Et Le Mans était le terrain idéal pour régler le différend entre Enzo Ferrari et Henry Ford II. Du milieu des années 60 jusqu'au milieu des années 70, la F1 et l'endurance étaient sur un pied d'égalité en termes de technologie, en termes de budget, en termes d'audience à l'échelle mondiale, mais aussi en termes d'intérêt des médias. Les deux catégories s'affrontaient pour obtenir la plus grande audience et récupérer les meilleures équipes, les meilleures marques, ainsi que les meilleurs pilotes. Du côté bleu, la marque à l'ovale. Henry Ford II a personnellement supervisé le projet, agacé que Ferrari l'utilise pour s'assurer que Fiat achète une part majoritaire dans sa société, ce qui avait permis à Enzo Ferrari de rester à la tête de ses projets sportifs. Quand Ford a décidé de participer au Mans, ils ont changé le fonctionnement des sports mécaniques car ils avaient un budget illimité pour cette course. Pour la première fois, que ce soit en Formule 1, en endurance ou en NASCAR, l'argent n'était plus un problème pour gagner. Du côté rouge, Ferrari prenait les 24 heures du Mans tout aussi sérieusement qu'elle prend la Formule 1 actuellement. Enzo Ferrari ne pensait qu'à la course. S'il a commencé à fabriquer et vendre des voitures, ce n'était que pour pouvoir courir. La Scuderia avait remporté les 6 éditions précédentes et Enzo Ferrari n'était pas d'humeur à laisser Ford ou n'importe qui d'autre briser sa série de victoires. C'était une rivalité parfaite, deux géants de l'automobile qui se détestaient véritablement. Enzo Ferrari avait dit des choses vraiment méchantes au sujet d'Henry Ford II, alors il y avait beaucoup de choses en jeu. La course de 1965 avait été un désastre pour Ford, qui ne pouvait plus se permettre un autre échec. Il fallait réellement gagner à tout prix de leur côté. En 1966, c'est Henry Ford II qui donne le départ de la course. C'est lui qui a agité le drapeau lançant les 55 pilotes dans la course. Quelques secondes après le baisser du drapeau, la Ford de Whitmore et la Ferrari de Ludovico Scarfiotti se sont accrochés juste devant Ken Miles avec la numéro 1. Ce qui a obligé Miles à rentrer au stand à la fin du premier tour, sa portière nécessitant une réparation. Le champion de F1 Graham Hill était initialement en tête de la course avec la Ford numéro 7, Ford tenant les 3 premières places à la fin de la première heure, pendant que Miles récupérait son retard sur ses coéquipiers. Dan Gurney était désormais devant lui dans la Ford numéro 3, mais Miles allait tellement vite qu'il est parvenu à récupérer la tête de la course à la 3e heure. À 20 h, seulement 3 voitures se trouvaient dans le tour de tête, Miles devant ses Gurney et Pedro Rodriguez dans la première Ferrari. Le rythme était tellement élevé que le record allait certainement être battu. Cela aura cependant un coût mécanique car Ferrari et Ford allaient subir des problèmes techniques beaucoup plus tôt que prévu. Un accident grave s'est alors produit, Jean-Claude Ogier perdant le contrôle de sa voiture sur une flaque d'huile, se faisant rentrer dedans très violemment par François Paquier dans la voiture numéro 54. Dans le choc, Ogier s'est cassé les 2 bras et sa voiture a pris feu. La nuit, The night, the shortest of the year, changes the nature of the event for the spectators. Pendant que la nuit s'installait, la pluie est entrée en jeu, ce qui a donné un avantage aux Ferrari, plus agiles.
Et rapidement, les voitures de la Scuderia se sont retrouvées premières et deuxièmes, pendant que les Ford faisaient face à des problèmes de frein, leur talon d'Achille. La solution apportée par Ford pour répondre à ce problème était de changer directement les moyeux de roue, ce qui permettait de changer en même temps le rotor avec le disque et les plaquettes de frein. À minuit, la pluie avait diminué et Ford avait récupéré sa place de leader, avec Miles en premier et Gurney en second. Ferrari faisait face à des problèmes de surchauffe et une par une, les 330 P3 officiels et privés allaient se retirer de la course à cause de problèmes de moteur ou de transmission, coûtant très cher à Ferrari. Scarfiotti s'accidentait également avec la Ferrari numéro 20. Les Ford n'étaient pas exempts de problèmes, alors que Gurney devait renoncer à la tête de la course à cause d'un problème de joint de culasse à 9 h le dimanche matin. Il bataillait durement contre Miles à ce moment-là. Malgré ça, Ford tint un solide 1-2-3 avec la voiture de Miles, loin devant celle de Bruce McLaren et Chris Amon. Au petit matin, la voiture numéro 1 conduite par Miles et Hulme était en tête avec plus de 2 tours d'avance sur la voiture numéro 2 de McLaren et Amon. L'écart était beaucoup plus important entre la voiture 5 et les autres. Still in the race. On distance, the 5 prototypes are well stacked up behind these are the 2 Fords up front, the 1 and the 2. Puis arrive la fin de la course, qui continue d'être une source de discorde encore aujourd'hui. Sous les instructions du directeur de la compétition de Ford, Leo Beebe, il a été demandé à Miles de ralentir son rythme. Ford voulait conclure la course par un passage sur la ligne en formation afin de montrer aux caméras du monde entier ce moment de gloire. Dans un communiqué distribué après la course, Ford insista sur le fait qu'il s'agissait d'une tentative de coup d'éclat pour mettre en avant sa victorieuse GT40, sans savoir que dans ce cas de figure, la direction de course avait décrété que la voiture ayant parcouru la plus grande distance serait la voiture gagnante, ce qui désignait le duo Amon-McLaren qui avait démarré bien derrière le duo Miles-Hulme. Dans le film, on voit Miles franchir la ligne d'arrivée devant McLaren lors d'une belle journée ensoleillée. Ça ne s'est pas passé comme ça. Pour commencer, il pleuvait et McLaren a passé le drapeau à damier en premier avec Miles en seconde position. Il l'a laissé passer avant la ligne d'arrivée. Ce n'est pas un documentaire. Il y a tellement de petits détails que soit ils se sont trompés, ou soit ils ont pris des raccourcis. C'est ça le cinéma. Parfois il faut changer le plus petit des détails afin de le rendre un peu plus important, pour être sûr qu'il soit bien compris par le plus grand nombre et non juste par les fans de sport mécanique. I don't trust him an inch. We heard he's difficult. No, Ken's a puppy dog. Il y a certaines choses qui sont différentes. Mon père n'a jamais jeté de clé plate cassant au passage un pare-brise, et il ne s'est jamais battu avec Shelby. Pour autant, le portrait dessiné est vraiment proche de la réalité. Il pouvait être colérique, distant, voire même arrogant. Mais ce qui dérangeait le plus les gens, c'est qu'il était toujours sûr de lui, et il se moquait pas mal de ça. Ford se moquait royalement de Miles, cette partie est véridique. Le plus grand mystère reste tout de même la façon dont il a perdu tous ses tours d'avance. Charlie Agapou, chef mécanicien chez Shelby, a raconté une version de cet événement. C'était l'enfant prodige de la mécanique de l'écurie. Il explique qu'un jeu de moyeu prêt à être monté sur la voiture de Miles a été pris par l'équipe de McLaren. De ce fait, Miles a récupéré un jeu de frein avec lequel il ne pouvait pas piloter comme il voulait. Il n'était pas préparé à ça et ne savait pas comment il allait tenir la distance. Il a dû faire 2 arrêts supplémentaires pour comprendre ce qui s'était passé. L'équipe a fini par trouver un autre jeu de frein mais personne ne pouvait dire s'il était prêt à courir. Miles a donc repris sa course avec ses mauvais freins. Est-ce que c'était du sabotage de la part de Ford pour faire gagner son pilote préféré ? Non, je ne crois pas que les gars en costume de la Ford Company soient impliqués là-dedans afin de faire gagner un type en particulier. Ils voulaient juste que Ford finisse 1, 2 et 3 à tout prix. Ils ont donc fait ralentir mon père. En fonction de la personne avec qui vous parlez, il menait soit de plusieurs tours, ou bien de 40 secondes, ou de 4 minutes. McLaren et Amon ont été sacrés vainqueurs du Mans, avec Henry Ford le second sur le podium. Quelques instants après, Hulme et Miles les rejoignent. Ce dernier traverse le podium pour aller féliciter McLaren. Je pense que Christian Bale reflète très bien Miles dans le film. Je pense que Ken a serré la main d'Henry sur le podium sans lui adresser un mot, puis s'est rendu jusqu'à Bruce et après avoir bu son champagne, lui a sans doute posé des questions sur ses freins. Il y a de la victoire dans la défaite, vous êtes d'accord? Il a bien réalisé ce tour de piste qui a battu tous les records et ils l'ont fait à leur manière. Il n'est pas surprenant qu'une entreprise se comporte ainsi. Ils ne cherchent pas à être des pilotes puristes comme ces gars, mais ils savaient quand même qu'ils l'avaient fait. Ils l'ont vraiment fait.
Il existe une version des faits sur laquelle on pourrait faire un film entier, rien que là-dessus. Ce qu'il s'est passé là-bas, les différents points de vue, les différentes idées, implique qu'il restera des désaccords sur ce qu'il s'est réellement passé au Mans en 1966. C'est toujours difficile dans un film de 2 heures de retracer la vie des gens dans un laps de temps aussi court. Alors il faut prendre un parti, qui sera plus ou moins votre angle d'attaque. Une fois que toute cette histoire est réduite, vous avez la relation entre Ken et Shelby, et puis entre Ken et sa femme et son fils. C'est pile ce qu'il faut pour faire un film sur eux. Il y a cette question qui consiste à savoir si mon père en voulait à l'entreprise Ford et s'il a vraiment freiné pour perturber ce finish parfait, ou si McLaren s'est un peu emporté. C'est l'un de ces débats qui perdurent, et de ce que j'ai entendu de Chris Amon, il a dit « Je ne serais pas surpris qu'il l'ait fait ». Puis vous entendez le point de vue de McLaren, qui a soi-disant écrit une lettre à son père, selon laquelle il a tout organisé. Alors je ne sais pas, c'est un morceau d'histoire. C'est arrivé, je suis juste désolé que mon père n'ait pas gagné, j'aurais voulu qu'il gagne, mais c'est comme ça, et puis tout va bien. Je pense que le visage de la dame sur le podium dit tout. J'aimerais savoir ce qu'elle l'a entendu dire. La victoire de Ford en 1966 a ouvert la voie à de nombreux autres succès par la suite pour la marque de l'Oval, qui remportera la course française encore 3 fois. Mais en ce qui concerne Ferrari n'a plus jamais gagné au Mans. Quand on y pense, la Ford GT40 était une voiture qui a changé le paysage des voitures de sport pour toujours. Cette victoire a été un séisme à plusieurs égards. Dans la bataille entre Henry Ford II et Enzo Ferrari, c'est le premier qui a gagné. Les muscles américains l'ont emporté sur la sophistication italienne.